La première utilisation d'un tableau de répartition des tâches, c'est de permettre un bilan d'une activité au niveau d'un service. On va pouvoir faire le bilan au niveau de chaque individu. On va déjà pouvoir regarder quelles sont les tâches qui sont effectuées et si ces tâches sont variées ou si au contraire elles sont regroupées autour d'un certain nombre de tâches centrales. On va pouvoir regarder le temps moyen réel qui est nécessaire pour réaliser l'ensemble de ces tâches. Et donc, en fonction du coefficient d'engagement, savoir si le poste est équilibré. Au contraire, s'il est sous-saturé, c'est-à-dire si on a vraiment de la marge et qu'on devrait proposer à ce salarié des nouvelles tâches, ou au contraire, si le poste est saturé, c'est-à-dire que là, il y a une surcharge manifeste régulière. On peut raisonner aussi au niveau du service. Et c'est pour ça qu'on a fait cette colonne de bilan qui cumule l'ensemble des postes. En fonction du coefficient d'engagement du service, on se rend compte si on a de manière structurelle trop de travail ou pas assez. Le tableau de répartition des tâches nous permet aussi de comprendre comment la répartition se fait entre les différentes personnes du service. Tâche par tâche, on voit si la tâche est réalisée plus par une personne ou si au contraire elle est répartie entre plusieurs. Et on peut raisonner soit au niveau d'une tâche, soit au niveau d'une famille de tâches. C'est pour ça qu'on les a regroupées par catégorie parce que parfois c'est plus simple. Par exemple, on peut savoir si les tâches de comptabilité, elles sont plus spécialisées ou non. Et puis globalement, on peut regarder au niveau des coefficients d'engagement s'il y a ou non un équilibre entre les différents membres d'un service. Et normalement, on cherche à avoir un équilibre. Donc cette première phase de bilan, elle nous permet de mieux comprendre un certain nombre d'autres signaux qui ont pu arriver et qui peuvent résulter en des problèmes de stress, par exemple, de surcharge, de travail qui n'est pas bien fait, ou de personnes qui pourraient s'ennuyer et être démotivées. Mais surtout, la deuxième utilisation d'un tableau de répartition des tâches, ça va être de pouvoir faire du prévisionnel. Ça va être de pouvoir prévoir et proposer de manière argumentée une nouvelle organisation de travail. Alors attention, on ne peut pas tout modifier n'importe comment. On va essayer de trouver un certain nombre de règles. Si par exemple dans un service, on a 3 heures en moyenne par semaine qui sont consacrées à de la vérification, eh bien on ne va pas pouvoir faire disparaître ces 3 heures, les réduire d'un claquement de doigts. Il va falloir pouvoir argumenter. Si une tâche demande un certain temps, c'est que ce temps est nécessaire. Et le tableau de répartition des tâches, il correspond à un bilan de ce qui existe. Et donc, on va être généralement contraint de reporter les tâches qui existaient dans le tableau initial, les tâches et leur durée. Pour changer les durées, il faut qu'il y ait une raison. Et cette raison, ça peut être par exemple qu'on va modifier le processus. Si on fait de l'automatisation, on devrait pouvoir arriver à réduire de 20%, 30%, 50% le temps d'une tâche. On peut aussi avoir une externalisation ou cesser de réaliser cette tâche. Et là encore, il faut une bonne raison, il faut que ça corresponde à une décision particulière. À l'inverse, on peut se retrouver avec plus de tâches que ce qu'on en avait au départ. Par exemple, si le service doit assumer de nouvelles activités, eh bien, on va avoir une ou plusieurs tâches nouvelles qui vont arriver. Et là, il va falloir estimer, évaluer le temps prévu pour ces nouvelles tâches. On peut aussi imaginer une évolution globale à la hausse ou à la baisse de certaines tâches en fonction de l'activité. Parce qu'il y a des tâches qui sont directement liées à l'activité. Donc si on a par exemple 20% de clients en plus ou en moins sur une période à venir, on peut prévoir que la durée moyenne de ces tâches va évoluer en proportion dans la période correspondante. Mais à part pour ces cas-là, il n'y a pas de raison de modifier ni les tâches ni leur durée initiale. Et on va les reporter automatiquement et se caler là-dessus. Ensuite, on peut jouer sur le temps de travail théorique, parce que certaines personnes peuvent évoluer au niveau de leur temps de travail. On peut avoir une personne qui va passer d'un temps partiel à un temps plein. On peut aussi, à l'inverse, avoir une personne à qui on va accorder de passer à un temps partiel, par exemple 80%. On peut aussi gérer l'embauche d'une nouvelle personne
ou le départ d'une personne. Et dans ce cas-là, on va carrément avoir une colonne en plus ou en moins. Alors, une fois qu'on a calé les tâches de la nouvelle répartition avec leur durée théorique et le nombre de personnes qui va réaliser ces tâches et les durées de temps de travail théorique correspondantes, on va pouvoir ajuster plus particulièrement qui fait quoi. Donc là encore, on ne peut pas faire n'importe quoi. Déjà, on ne peut pas demander à une personne qui ne sait pas faire quelque chose de réaliser la tâche correspondante. Il y a certaines tâches qui vont nécessiter une compétence particulière, donc une formation, mais certaines vont nécessiter aussi une certification ou un niveau hiérarchique. Ensuite, il faut avoir du bon sens. On va aussi se guider sur les envies et sur la performance de telle ou telle personne. Si on sait que quelqu'un est particulièrement doué dans un certain nombre de tâches et qu'en plus elle aime les faire, eh bien il n'y a aucune raison de les lui enlever. On peut aussi se demander s'il est pertinent ou non de partager la réalisation d'une tâche entre une ou plusieurs personnes. Il y a des tâches qui ont besoin d'être faites par plusieurs personnes. Par exemple, l'activité de veille, l'ensemble des personnes, indépendamment, doit se former et faire une veille. Mais par exemple, s'il s'agit simplement d'une activité de contrôle, on peut se demander si ce n'est pas plus efficace de la faire faire par une seule personne plutôt que de la diviser en 3 ou 4. Et une fois qu'on a proposé cette répartition, il faut bien sûr veiller à un équilibre des tâches entre les personnes. Déjà, il ne faut pas qu'une personne ait un coefficient d'engagement qui dépasse 100. Et dans l'idéal, on sait qu'il vaut mieux être entre 95 et 100 pour se laisser une marge. Et il faut essayer d'équilibrer les coefficients d'engagement entre les différents membres du service. Donc tous ces éléments, ils nous permettent d'aboutir à une proposition de nouvelle organisation du travail. Et le tableau de répartition des tâches va permettre d'arriver à justifier cette nouvelle proposition. Mais cette solution, elle reste théorique. Une fois qu'elle sera mise en place, il va falloir à nouveau mesurer le temps de travail réel et puis faire un nouveau tableau de répartition des tâches pour constater comment fonctionne la réalité et éventuellement faire des ajustements.